Le chapitre 4 est consacré aux alcools. Il est le premier de 4 chapitres consacrés à l'étude des fonctions chimiques. Dans ce cours, nous nous intéresserons dans un premier temps à la structure des alcools, à leur classification et à leurs propriétés physiques. Nous aborderons ensuite la réactivité des alcools et les réactions qui caractérisent les alcools. Les alcools sont caractérisés par la présence d'un groupe hydroxyle, OH, porté par un carbone hybridé sp3. La formule générale donnée aux alcools est ROH. Dans cet exemple, les deux premiers composés en rouge ne sont pas considérés comme des alcools, car les groupes hydroxyles sont portés par des carbones hybridés sp2. Le composé 3, en noir, est un alcool car l'OH est placé sur un carbone hybridé sp3. Les alcools sont classés en 3 classes. Les alcools primaires. Un alcool dit primaire, c'est le carbone fonctionnel portant la fonction OH est lié à un seul carbone. L'éthanol est un alcool primaire. La deuxième classe concerne les alcools secondaires. Un alcool dit secondaire, c'est le carbone fonctionnel portant la fonction OH est lié à 2 carbones. Le propane de Hall ou isopropanol est un alcool secondaire. Enfin, les alcools tertiaires. Un alcool dit tertiaire, c'est le carbone fonctionnel portant la fonction OH est lié à 3 carbones. Le 2,2-diméthyléthanol, connu aussi sous le nom de tertiobutanol, est un alcool tertiaire. Le plus simple des alcools est le méthanol. Le méthanol est le seul alcool qui n'appartient à aucune de ces 3 classes. Les molécules d'alcool sont associées entre elles par des liaisons hydrogènes. Un groupe hydroxyle OH est à la fois donneur et accepteur de liaisons hydrogènes. Par exemple, 2 molécules d'alcool vont se lier via une liaison hydrogène. La molécule en rouge a mis en jeu son hydrogène. Elle est donc donneur de liaison hydrogène. La molécule en bleu a mis en jeu son oxygène et elle est accepteur de liaison hydrogène. Ce processus se poursuit en associant d'autres molécules au sein de l'alcool. Les alcools possèdent des points d'ébullition relativement élevés par rapport à d'autres molécules de la même formule brute et de la même taille. Cette caractéristique s'explique par l'existence de liaisons hydrogènes. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer les points d'ébullition de 2 composés analogues, l'éthanol et le diméthyléther. Ces 2 molécules ont la même formule brute, donc le même poids moléculaire. Le haut point d'ébullition de l'éthanol par rapport à celui du diméthyléther s'explique par la mise en place de liaisons hydrogènes fortes. Des liaisons hydrogènes qui ne peuvent pas être établies par le diméthyléther car ce dernier est uniquement accepteur mais pas donneur de liaisons hydrogènes. Avant d'aborder de façon concrète les réactions applicables aux alcools, nous étudierons en détail la structure de ces composés afin d'en prédire la réactivité. Prenons pour commencer la structure générale des alcools. Le premier élément important est la présence de 2 doublés libres au niveau de l'atome d'oxygène. Ceux-ci vont conférer aux alcools des propriétés à la fois basiques
nucléophile. La basicité se manifestera envers les protons, H+, et la nucléophilie vis-à-vis des agents électrophiles. Le deuxième élément à relever est la présence d'un atome d'hydrogène porté par un oxygène, conduisant ainsi à une polarisation de la liaison reliant ces deux atomes. En conséquence, l'hydrogène présentera un caractère acide, donc une possibilité d'être arraché par une base. Enfin, lorsqu'au moins un atome d'hydrogène est présent au niveau du carbone porteur du groupe OH, des réactions d'oxydation seront envisageables. Les réactions associées à ces différentes réactivités potentielles seront développées dans les prochaines diapositives. Le premier domaine de réactivité que nous détaillerons concerne le caractère acide de l'hydrogène porté par l'oxygène. L'électronégativité supérieure de l'atome d'oxygène provoque une forte polarisation au niveau de la liaison oxygène-hydrogène, en établissant une charge partielle delta plus au niveau de l'hydrogène. Cette polarisation confère à l'atome d'hydrogène un caractère acide. À titre d'exemple, les pKa des différentes classes d'alcool est compris entre 15 et 19. Une base suffisamment forte peut arracher l'hydrogène acide sous forme de protons, H+. L'acidité de l'hydrogène du groupement OH est sous l'influence des groupements alkyles reliés au carbone hydroxylé. En effet, par leur effet inductif donneur, les alkyles vont s'opposer à la polarisation de la liaison hydrogène-oxygène. Ainsi, l'acidité des différentes classes d'alcool est classée dans un ordre selon lequel les alcools tertiaires sont les moins acides et les alcools primaires sont les plus acides. Le méthanol n'étant pas substitué est le plus acide de tous les alcools. Les conséquences de l'acidité de l'hydrogène sont les suivantes. Une base suffisamment forte peut arracher l'hydrogène acide et donner la forme anionique de l'alcool qu'on appelle alcoolate. Dans le jargon des chimistes, on appelle cette réaction une déprotonation, c'est-à-dire l'alcool a perdu son proton. Les bases qui sont couramment utilisées pour former des alcoolates sont l'hydrure de sodium NaH, amidure de sodium NaNH2 et le butyllithium qui a un pKa autour de 50. Les alcoolates sont également préparés par réaction entre les alcools et certains métaux, notamment des métaux alcalins tels que le lithium, le sodium et le potassium. Ces deux réactions vont être illustrées par deux exemples que nous allons voir sur la diapositive suivante. La réaction de l'éthanol avec l'hydrure de sodium conduit à l'arrachement de l'hydrogène acide et formation de l'alcoolate. Il se forme également une molécule d'hydrogène sous forme de gaz. Un alcool tertiaire, comme le 2,2-diméthyléthanol, peut donner aussi un alcoolate par une réaction soit avec une base forte parmi celles qu'on vient de citer, soit par une réaction avec un métal alcalin pour conduire un alcoolate et naturellement formation d'une molécule de dihydrogène. L'utilisation des alcoolates en chimie organique sont nombreuses. Les alcoolates sont utilisés comme base et comme nucléophiles. La présence d'une charge négative sur l'oxygène confère aux alcoolates des propriétés basiques et un caractère nucléophile.
Les alcoolates sont utilisés comme base relativement forte pour réagir avec des hydrogènes labiles ou pour provoquer des réactions d'élimination sur un halogénure d'alkyle, comme nous l'avons discuté au chapitre des halogénures d'alkyle. Le caractère nucléophile des alcoolates est sous l'influence des groupes alkyles qui sont autour. Prenons l'exemple de deux alcoolates, l'éthanolate de sodium, issu d'un alcool primaire, et le tertiobutanolate de potassium, issu d'un alcool tertiaire. Ces deux alcoolates sont fréquemment utilisés comme base, mais uniquement une d'entre elles est utilisée aussi comme nucléophile, en l'occurrence l'éthanolate de sodium. Les effets inductifs d'honneur exercés sur l'oxygène du tertiobutanolate sont plus nombreux et confèrent à l'oxygène du tertiobutanolate une basicité supérieure. En revanche, le caractère nucléophile de l'oxygène du tertiobutanolate se manifeste beaucoup moins à cause de l'encombrement stérique engendré par les 3-méthyl. Cet encombrement est à l'origine de la non-nucléophilie des alcoolates issus d'alcool tertiaire. Maintenant, on va aborder les réactions qui impliquent la nucléophilie de l'atome d'oxygène. Cette nucléophilie est exploitée dans différentes réactions, permettant d'accès à différentes classes de composés. Et ici, nous allons en étudier quelques-unes de ces réactions. La réaction la plus classique où un alcool joue le rôle de nucléophile concerne l'estérification d'acide carboxylique. Cette réaction qui se fait entre un acide carboxylique et un alcool est catalysée par un acide qui fournit des protons H+. Cette réaction a été déjà abordée en cours de chimie organique commun et donc elle ne sera pas développée dans ce chapitre. Le caractère nucléophile d'un alcool peut être mis à profit dans la substitution du groupe hydroxyle de l'alcool par un halogène. Il s'agit de transformer un alcool en halogénure d'alkyle en utilisant des réactifs qui vont fournir un halogène appelé ici réactif d'halogénation. Ici, nous nous intéressons qu'à la transformation d'alcool en chlorure d'alkyle et en bromure d'alkyle. Les réactifs permettant de remplacer le groupe hydroxyle par un chlore sont les réactifs de chloration. On peut en citer 3, le chlorure de thionyle SOCl2, le tribromure de phosphore PCl3 et le pentachlorure de phosphore PCl5. Deux réactifs de bromation peuvent être utilisés et qui sont le tribromure de phosphore PbR3 et le pentabromure de phosphore PbR5. Les réactions d'halogénation suivent des mécanismes multisétapes. On voit C1, celui de la chloration par le chlorure de thionyle SOCl2. Dans cette réaction, l'alcool va agir comme nucléophile par le doublet libre présent sur l'atome d'oxygène. Le chlorure de thionyle réagira comme électrophile. En effet, le soufre est lié à 3 atomes plus électronégatifs que lui, de la forte polarisation des liaisons soufre-chlore et soufre-oxygène. En conséquence, le soufre est un très bon site électrophile. Quel est le mécanisme de cette réaction? L'attaque de l'alcool sur le chlorure de thionyle donne par une réaction d'addition un intermédiaire A. Ce dernier va perdre un chlorure sous forme de Cl- pour donner le composé B. L'ion chlorure libéré joue le rôle de nucléophile et attaque sur le carbone attaché à l'oxygène pour engendrer une réaction de substitution et donner l'halogénure d'alkyle
qui est le 3-chloropentane, et avec formation dans le milieu du dioxyde de soufre gazeux et de l'acide chlorhydrique HCl. Au cours de cette réaction, on peut remarquer l'inversion des orientations des liaisons dans le chlorure d'alkyle obtenu par rapport à l'alcool de départ. Ceci correspond à l'inversion de Walden, car la dernière étape de ce schéma réactionnel a suivi un mécanisme de type SN2. Les réactions dans lesquelles une fonction alcool agit comme base sont nombreuses. Dans ce chapitre, nous en discuterons 3 d'entre elles. La première est celle qui concerne la déshydratation des alcools pour former des éthers oxydes. Le bilan global de cette réaction est le suivant. 2 molécules du même alcool, qui est souvent primaire, réagissent ensemble en présence d'un acide pour former un éther oxyde et après élimination des molécules d'eau. C'est l'élimination de l'eau qui est à l'origine du nom de cette réaction déshydratation, car le mot déshydratation signifie élimination de molécules d'eau. Quel est le mécanisme de cette réaction? Une molécule d'alcool va capter un proton qui est fourni par le catalyseur. Cette réaction acide-base conduit à la formation de la forme protonée de l'alcool. Après protonation, l'oxygène de l'alcool induit une forte polarisation de la liaison oxygène-carbone en établissant une forte charge partielle delta plus sur le carbone. En conséquence, le carbone relié à l'oxygène est électrophile. Ce site électrophile est attaqué ensuite par une autre molécule du même alcool pour conduire, via une réaction de substitution nucléophile, à l'éther oxyde protoné et la libération d'une molécule d'eau. La dernière étape consiste en la perte d'un proton pour former l'éther oxyde qui est le produit de la réaction. Quelques remarques concernant cette réaction. Le premier point, il faut savoir que cette réaction est très souvent limitée aux alcools primaires. Nous verrons comment les autres alcools se comporteront dans les mêmes conditions. Le deuxième point concerne l'acide qui a fourni les protons H+. Il est utilisé en quantité catalytique, c'est-à-dire en très faible quantité comparée à l'alcool. Le troisième point concerne l'acide catalyseur et son choix. L'acide utilisé ici est souvent l'acide sulfurique H2SO4. Ce dernier libère un H+, un proton, qui va catalyser la réaction. La base conjuguée formée HSO4- n'est pas nucléophile, car la charge négative est très stabilisée par mésomérée, car c'est la base conjuguée nucléophile. Elle peut entrer en compétition avec la deuxième molécule d'alcool et ralentir, voire empêcher la réaction. La deuxième réaction que nous verrons et qui met en jeu le caractère basique de l'alcool est celle qui conduit à la formation d'alcène. Par analogie à la réaction précédente, la présente réaction conduit à l'élimination des molécules d'eau, d'où le nom déshydratation. Cette réaction concerne surtout les alcools tertiaires et à un degré moindre les alcools secondaires. Ici, nous nous intéresserons qu'aux alcools tertiaires. Le mécanisme de cette réaction est de type E1, élimination ordre 1. La première étape de cette réaction, l'alcool tertiaire se protonne au milieu acide et perd une molécule d'eau pour former un carbocation tertiaire. On peut tout à fait comparer la formation de ce carbocation à celui qui se forme à partir d'un halogénure d'alkyle tertiaire.
Dans le cas présent, la molécule d'eau s'est comportée comme un groupe partant, nucléofuge. La deuxième étape est l'élimination d'un proton à partir du carbocation pour créer une double liaison carbone-carbone. L'acide utilisé ici est souvent l'acide sulfurique pour les mêmes raisons évoquées précédemment. L'élimination obéit à la règle de Zaitsev. Quand il y a plusieurs possibilités d'élimination qui donneront lieu à plusieurs alcènes, l'alcène majoritaire qui se formera sera le plus substitué, comme prévu par la règle de Zaitsev. Enfin, la réaction est comme toutes les réactions de type E1, elle n'est pas spécifique car elle passe par la formation d'un carbocation. La dernière réaction que nous verrons et qui met en jeu le caractère basique des alcools concerne leur réaction avec les acides halogénés HX. Ces réactions conduisent à des halogénaires d'alkyle. En présence d'un acide de type HX, comme par exemple l'acide chlorhydrique HCl, un alcool va capturer un proton pour conduire à l'alcool protoné. L'ion chlorure libéré peut maintenant intervenir comme nucléophile en attaquant sur le carbone relié à l'oxygène par une réaction de substitution nucléophile. Dans cette réaction, la molécule d'eau se comporte comme un groupement partant. Le mécanisme de substitution peut se dérouler selon un mécanisme SN1 par formation d'un carbocation, ensuite attaque du Cl- pour conduire au produit. L'autre possibilité, c'est que la réaction peut suivre un mécanisme SN2 ou un mécanisme concerté. Donc sans intermédiaire, attaque du Cl- sur le carbone qui porte le groupement partant, la molécule d'eau, et formation du produit qui est un chlorure d'alkyle. Le mécanisme réactionnel ici dépend de la structure de l'alcool et donc de sa classe. On remarque ici que la réaction établie entre la classe d'alcool et le mécanisme réactionnel est similaire à celle des halogénaires d'alkyle. On termine ce chapitre en abordant la réaction qui met en jeu le carbone porteur du groupe hydroxyle. Quand ce carbone est porteur d'au moins un hydrogène, l'alcool peut réagir avec des réactifs oxydants. Puisque les alcools tertiaires ne possèdent pas d'hydrogène porté par le carbone hydroxylé, ils sont de fait exclus de cette réaction. Les schémas généraux de l'oxydation sont les suivants. Un alcool primaire ou secondaire, traité par un agent oxydant, va subir une réaction d'oxydation au cours de laquelle il perd une molécule de dihydrogène pour conduire respectivement un aldéhyde ou une cétone. À ce stade, les cétones sont des fonctions relativement solides et elles seront les fonctions finales obtenues après l'oxydation. En revanche, l'aldéhyde formé est fragile. Il peut s'oxyder une deuxième fois in situ pour donner au final un acide carboxylique. Deux types d'oxydants sont généralement utilisés pour oxyder les alcools primaires et secondaires. Des oxydants forts capables d'oxyder les alcools secondaires en cétone et les alcools primaires en aldéhyde. Deux de ces réactifs sont le permanganate de potassium et le bichromate de sodium. Avec ces deux oxydants, les alcools secondaires peuvent s'oxyder avec l'un ou l'autre réactif pour conduire au cétone. Les alcools primaires sont oxydés directement en acide carboxylique en présence de l'un de ces deux oxydants.
L'oxydation des alcools primaires aboutit directement aux acides carboxyliques car l'aldéhyde intermédiaire qui est formé, il est instable en présence de l'oxydant fort. Il s'oxyde directement sans qu'on puisse l'isoler pour donner un acide carboxylique. On peut trouver des agents oxydants modérés, comme par exemple le chlorochromate de péridénium PCC, ou bien le réactif de Swern, qui est un mélange de diméthylsulfoxyde DMSO et de chlorure d'oxalyle. L'oxydation avec ce mélange, elle se fait généralement en présence d'une base faible, la base la plus couramment utilisée est la triéthylamine. Ces deux réactifs oxydent les alcools secondaires en cétone, comme le font les deux agents précédents, qui sont le permanganate de potassium et le bichromate de sodium. Dans les mêmes conditions, les alcools primaires sont oxydés en aldéhyde. Contrairement au permanganate de potassium et bichromate de sodium, qui oxydent les alcools primaires en acide carboxylique en passant par un intermédiaire aldéhyde, le PCC et le réactif de Swern ne vont pas oxyder l'aldéhyde intermédiaire car ils ne sont pas suffisamment forts. Donc l'oxydation de l'alcool primaire par le PCC ou le réactif de Swern s'arrête au stade d'aldéhyde et donc l'aldéhyde sera le produit formé à la fin de la réaction. Ainsi se termine ce chapitre. Au prochain chapitre, nous verrons les amines. Merci.